Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'unité d'action. Nous savons tous que le thème général de notre forum, c'est celui de la convergence. Qui dit convergence suppose qu'il y ait une diversité, voire des divergences. Le choix des panélistes a été fait de façon justement à garantir cette diversité d'opinions, cette diversité de points de vue. Autant que possible, nous avons essayé de dépasser les clivages politiques et de solliciter les gens sur la base non pas de ce qu'ils représentent comme tendance politique, mais plutôt comme émanation soit de la société politique, soit de la société civile. Une série de questions va guider les échanges. Peut-être avec la permission des panélistes, je présente d'abord le décor, même s'il s'agit plus de rappel que d'autres choses. Nous connaissons tous la situation de notre pays. Le pays est en crise depuis le début des années 90. Cette crise a connu une accentuation en août 2017. Depuis lors, il y a eu différentes tentatives de résolution de la crise, notamment celle de la CEDEAO, avec la fameuse feuille de route qui a donné les résultats que nous connaissons tous et qu'on n'a pas besoin de rappeler. Les élections du 20 décembre 2018 sont intervenues, mais il serait malhonnête d'affirmer que nous sommes arrivés à la fin de la crise ou de croire que les élections législatives ont résolu la crise. J'aimerais d'abord donc m'assurer que nous avons la même lecture de cette situation, camper, et à partir de là, avancer dans le débat. Chers panélistes, j'aimerais vous entendre dire un mot sur ce que vous pensez de cette situation, sans forcément approfondir la réflexion. Est-ce qu'elle reflète de votre point de vue ce que nous vivons? Parce qu'il faudrait que nous nous entendions sur le constat avant d'avancer vers les solutions de solutions. Merci. Monsieur Aguia. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, monsieur D. Je voudrais remercier les organisateurs de ce forum pour nous avoir associés à ce débat. Je suis ici en tant que représentant du Premier ministre Agbayomi Kodjo et président du MPDD. Et mes propos seront d'ordre citoyen parce que je ne parlerai pas politique. Puisqu'on est un forum citoyen, je resterai citoyen. Pour donner ma lecture sur la situation politique du Togo, depuis 1990, les citoyens togolais se sont engagés dans une bataille pour leur liberté et un peu plus d'espace qui puisse leur permettre de mieux vivre. Malheureusement, jusqu'à présent, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et les 2 dernières années, la crise s'est amplifiée et on croyait que l'issue était enfin proche. Malheureusement, après le 20 décembre 2018, il faut reconnaître honnêtement que le pays s'est replongé dans une nouvelle crise
avec une plus grande acuité, et c'est un échec qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître de toute la classe politique. Tous les citoyens doivent reconnaître que nous avons tous échoué. Et dans l'exposé du professeur de tout à l'heure, il s'est expliqué plusieurs fois à savoir à qui il faut attribuer cette faute-là, ou bien cet échec. Je crois que c'est l'échec de tout le monde, il faut le reconnaître. Aussi bien le pouvoir en place aujourd'hui que les acteurs politiques qui se sont impliqués dans le débat jusqu'à ce jour, et aussi la société civile et toute la population togolaise. Nous devons reconnaître que nous avons échoué. Maintenant, comment reprendre la main? Quel chemin il faut retrouver? Comment aborder le processus de libération aujourd'hui pour que nous puissions enfin retrouver le chemin de la raison, retrouver le chemin de la sagesse et retrouver le chemin de ce que nous désirons il y a longtemps. Je crois que la question reste à être posée. Et il faut poser les bonnes questions en ce moment pour avoir les bonnes réponses. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire à l'entame de ce débat. Merci, M. Aga. M. Zakiti, êtes-vous de l'avis que notre pays reste en crise après le 20 décembre? Comme l'a dit mon prédécesseur, M. Adja, je suis sûr et certain que tout Togolais honnête doit reconnaître que ça ne va pas. Rien n'a changé et que nous sommes encore plus en crise qu'avant. Et qu'il faut honnêtement s'asseoir et se dire ça ne va pas et chercher ensemble les solutions qu'il faut pour que notre pays soit aussi un pays normal. Et si je fais allusion au dernier message des évêques en décembre passé, ils avaient insisté en disant que le problème au Togo, c'est un système qui ne va pas. Et tant qu'on n'aura pas corrigé le système, tant que le système n'aura pas changé, on peut changer de personne, mais la crise va toujours demeurer, la crise va perdurer. Donc je crois que c'est l'occasion pour nous, pendant ce forum, de réfléchir pour voir ce qu'on peut proposer pour que ça aille mieux et que notre pays aussi devienne un pays debout, pas un pays couché. Merci. Merci. Les mêmes questions à M. Koda et à M. Aprevon par la suite. Merci pour ne pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit. Je voudrais tout d'abord remercier du fond du cœur les organisateurs de ce forum et également le discours inaugural et la réflexion du professeur Dosset. Je suis ici en tant que représentant de la diaspora. Donc, je ne suis pas aussi connu que ceux qui sont ici. Je me nomme Ekoué Pierre Kodar et je suis le coordonnateur général de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Non, le 20 décembre n'a pas résolu les questions fondamentales du Togo et des Togolais. Je crois que la crise demeure, elle s'est métamorphosée, elle prend d'autres dimensions qu'il faut prendre en compte. La crise est là et je ne pense pas que ce sont les élections législatives, vraies ou fausses, qui vont la régler. Vous allez parler d'échec. Je crois qu'il y a plusieurs angles de lecture de ce qui s'est passé. Il faut prendre par angle. Vous m'entendez? Je dois parler plus fort. Si on prend l'angle de la mobilisation de la population, je ne dirais pas du boycott,
mais de vouloir vraiment empêcher. C'est ce que nous on a pensé. On n'a pas parlé de boycott dans la diaspora, le mot là n'est jamais venu. Nous avons pensé vouloir empêcher que les élections se déroulent sans que les réformes soient faites et sans que les conditions minimales pour avoir une certaine transparence et pour apaiser la situation ne soient réunies. C'est un peu différent du boycott. On n'a pas pu. Mais la démonstration qu'a faite la population à plus de 90% pour dire non à une certaine mascarade montre que ce peuple est encore réveillé et est prêt à être mobilisé, remobilisé si nous définissons des objectifs clairs et que nous nous donnons les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Mais en même temps, j'ai eu à discuter avec beaucoup de gens quand je suis arrivé il y a 2 semaines qui pensent que nous sommes dans la boue. Nous sommes dans la boue parce que nous arrivons au niveau du Parlement, dans le concret maintenant, à une situation qui ne s'est peut-être pas vue il y a très longtemps. Donc ça dépend de quel angle on lit. Mais pour moi, ce n'est pas un échec, c'est plutôt, disons, l'affirmation de cette population a dit que non, on ne va pas accepter l'inacceptable et la lutte continue pour qu'on arrive à une alternance paisible dans ce pays. Merci. Oui, Maître Fébo, à votre tour. Oui, merci. À la suite de tous ceux qui m'ont précédé, je dirais que, en toute sincérité, ce qui s'est passé le 20 décembre 2018 dans notre pays est un drame. C'est un vrai drame lorsque les gens l'interprètent, chacun dans son camp. Certains disent que oui, bon, ils ont pu organiser des élections, il y a un parlement. Mais lorsque vous observez ce qui s'est passé, le processus qu'on a suivi, le dialogue raté par la CEDEAO, jusqu'à la parodie que nous avons constatée, je ne sais pas si finalement ceux qui nous gouvernent aujourd'hui eux-mêmes peuvent tirer une véritable fierté, une certaine gloire de ce qui s'est passé. Un parti qui est au pouvoir, en réalité, a besoin d'une opposition. L'opposition qui était en face du pouvoir pendant toute cette période-là, tout le monde le sait, c'est la C14. En réalité, le pouvoir doit œuvrer et faire en sorte qu'on puisse trouver un consensus pour aller à ces élections. Il y va de leur dignité. Mais lorsque vous organisez les élections dans ces conditions, et puis à la fin, avec tout ce qu'on nous a raconté, je ne sais pas, on dit souvent que avec sans péril, on triomphe sa gloire. Moi, je ne sais pas quelle gloire ils peuvent en tirer. Je dirais même que ce qui s'est passé le 20 décembre est un recul par rapport à ce que nous avons connu dans ce pays. C'est un vrai recul. On a été à des élections dans ce pays, dans des conditions difficiles, on le sait, mais on n'a pas marché, on n'a pas fait tout ce qu'on a fait la dernière fois pour voir encore une assemblée comme ça composée de cette manière-là. J'ai l'impression que notre pays doit émerger. On doit sortir de ces oripeaux d'arrangement, de copinage, de choses faites à la va-vite, uniquement pour conserver le pouvoir. Nous devons sortir de ce cercle vicieux. Il est temps qu'on en sorte. Ce n'est pas seulement par rapport à nous, ceux qui ne sont pas allés aux élections. C'est vrai, ils ne sont pas à l'Assemblée. Mais par rapport à l'extérieur, lorsqu'on nous regarde dans le prisme des pays démocratiques aujourd'hui, mais nous sommes la risée, nous ne sommes pas sérieux. Et tous ceux qui contribuent à ça ne sont pas sérieux. Tous ceux qui contribuent à ça, et les gens du pouvoir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien pour notre pays. Ça fait des années qu'on est en train dans cette tribulation-là. On tourne en rond. Notre pays tourne en rond. Le professeur David vous a fait un diagnostic tout à l'heure. Sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les plans, on est en déficit. Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont autour, et qui tirent une fierté en disant oui, l'essentiel est que nous sommes au pouvoir. Mais c'est malheureux. C'est malheureux et nous devons faire en sorte que
nous revenions justement au paradigme, nous revenions justement au principe démocratique dans ce pays pour sortir la tête haute, pour montrer à l'extérieur que nous sommes capables de quelque chose, nous aussi. Alors moi je ne parlerai pas, si on parle d'échec, moi ce n'est pas du côté de l'opposition. Au contraire, les gens ont montré ce qu'ils sont capables de faire. L'échec, c'est du côté du pouvoir. Parce qu'ils ont échoué d'organiser quelque chose de bien, de montrer une image potable vis-à-vis de l'extérieur. Je crois que le constat de la diversité se fait aisément. Nous allons essayer d'approfondir nos échanges. La leçon inaugurale a porté sur la nécessité de l'unité d'action. Je crois qu'il serait intéressant que nous puissions nous entendre sur les objectifs prioritaires de cette unité d'action. Et je vais cette fois-ci privilégier ceux qui sont à ma gauche. Monsieur Koda, vous voulez commencer, s'il vous plaît? Oui, merci. Monsieur Didé, oui, l'unicité d'action, je crois que les objectifs prioritaires, les objectifs prioritaires de cette unité d'action, c'est d'abord de mutualiser vraiment nos forces. Je crois que dans le discours du professeur David, il nous a bien montré les armes de balai et comment si nous sommes divisés, on peut nous atteindre facilement, mais si nous sommes unis, ce sera beaucoup plus difficile. Mais maintenant, l'unicité, pourquoi faire? Et ça, je crois que ça n'a jamais été vraiment bien élucidé, bien clarifié pour que tout le monde sache pourquoi on s'unit. Si on s'unit seulement pour s'unir et qu'on ne sait pas quel objectif, quelle vision nous voulons atteindre, les actions aussi ne nous amèneront pas vers cette action. Pour moi, donc, l'objectif, c'est d'abord, bien sûr, que dans ce pays, on arrive à une alternance pacifique. C'est l'objectif ultime. Il y a une autre façon de gouverner ce pays, que le changement est porteur de progrès, quel que soit le domaine dans lequel on le prend, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la gestion des hommes, que ce soit dans tout domaine, le changement est porteur. Il ne faut pas que nous, Togolais, nous ayons peur de changer dans nos attitudes, de changer dans nos comportements, de changer dans nos façons de réfléchir, de changer de la façon dont nous faisons la politique. Donc l'objectif, c'est l'alternance. Et pour cela, il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Et c'est là où, peut-être ce n'est pas la question que vous posez, mais je vais profiter pour en parler. Nous avons des paramètres. On a fait cette lutte, pour ceux qui sont sur le terrain et que je félicite beaucoup. Ce n'est pas facile d'être dans cette dictature militaro-politique pendant 25 ans et de faire la lutte. Donc félicitations. Mais nous qui sommes dans la diaspora aussi, si je parle de Codi Togo Coalition, c'est parce qu'on a senti déjà que même dans la diaspora qui est plurielle, qui est diverse, si on ne se rassemble pas, si on n'est pas unis vers une cause commune, on ne pourra pas, ou bien on pourra difficilement arriver à notre cause. Alors les paramètres qui sont en face de nous, il faut le dire, parce que je crois que très souvent, nous n'avons pas eu le courage de dire les choses. Nous avons, premier paramètre dans ce pays, la population. Et tout le monde sait que cette population, à 70 à 90%, veut un changement de la façon dont nous sommes gouvernés. Le diagnostic qu'on a posé, c'est encore vraiment... Il y a d'autres choses encore qu'on peut dire sur le diagnostic. La population est prête. Mais dans le deuxième paramètre de cette équation, nous avons notre armée. Ce sont des enfants de cette nation également qui ont pris un rôle noble
défendre son pays, je crois que pour moi, c'est un rôle noble. Je me souviens, j'étais allé à Annapolis un jour voir la Navy aux États-Unis, la discipline, l'ordre, tout ce que j'ai vu, ça m'avait donné envie de rentrer dans l'armée. Et c'est cette armée-là que nous voulons, une armée républicaine qui défend les intérêts de la nation, qui défend la nation. Donc nous avons l'armée. Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de l'armée? Comment nous rassurons cette armée-là? C'est important, qu'on le veuille ou non, c'est là, c'est une donnée, on ne peut pas passer à côté. Troisième élément. Et dernier. Troisième et dernier paramètre. Ah oui, troisième et dernier paramètre, si vous voulez. Bien sûr, la communauté internationale. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Ça dépend là où on se situe, mais elle est là. Et elle pèse encore. Que nous le voulions ou non, elle pèse encore. Donc nous devons avoir une approche réfléchie, stratégique, pour savoir qu'est-ce que nous pouvons obtenir, quel genre de négociations on peut avoir, pour que finalement la cause togolaise que nous plaidons puisse être entendue par aussi cette communauté internationale. Je m'arrête là parce que je ne veux pas monopoliser le temps. Merci. Merci. Bien. Maître Lafebvre, quels sont d'après vous les objectifs et les résultats qu'on veut atteindre à travers l'unité d'action? Oui, mais avant de répondre à cette question, il faut se poser la question si c'est nécessaire d'être unis. C'est la démonstration que le professeur... Tout à fait, tout à fait. Je sais pourquoi j'ai posé la question. Parce qu'en réalité, nous avons compris très tôt, depuis le début de notre processus démocratique, que c'est dans l'unité que nous pouvons vaincre. On l'a compris. Et depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, mais au niveau politique, au niveau des partis politiques, il y a une pléthore de regroupements qu'on a connus dans ce pays. Il y a en partant du FA au début, du code FOD, du code 1, du code 2, en passant par le FRAC, le CSD, Arc-en-Ciel, tout ce que je peux citer. Mais pourquoi tous ces regroupements-là se sont disloqués? Pourquoi? On sent, la population nous dit tout le temps que c'est nécessaire d'être unis. C'est en bloc face à ceux qui nous gouvernent malgré nous que nous pouvons vaincre. Et nous avons compris en formant des regroupements. Pourquoi nous avons échoué? Pourquoi ces regroupements ont échoué? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Et pour répondre un peu à la question que je pose moi-même, je reprends un peu ce que j'ai lu du professeur Apédo Ama, qui a publié quelque chose sur ici Lomé récemment, il y a quelques jours. Il dit, mais l'opposition, nous, dans ces regroupements-là, nous luttons comme Don Quichotte, comme des moulins avant. L'opposition se trompe d'adversaire. Nous nous trompons d'adversaire. Alors, pour quelle raison? Mais allez chercher. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas compris que c'est en renonçant, en nous humiliant un peu dans l'humilité, que nous pouvons vaincre. Lorsque vous prenez le combat politique là comme quelque chose qui est l'apanage d'un individu, d'une personne, d'un parti politique, mais à la fin, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, nous avons tourné à rond. Et nous continuerons de tourner à rond lorsque nous ne comprenons pas que c'est dans l'unité d'action qu'on peut le faire. Alors, l'objectif que nous poursuivons ou que nous devons poursuivre en parlant de ces regroupements de l'unité d'action, aujourd'hui, le champ s'est élargi. Partis politiques, société civile, diaspora, c'est de pouvoir converger vers quelque chose au moins de consensuel pour nous tous, de prenable. Lorsqu'on s'engage dans une lutte, il faut s'engager vers un objectif qui est un objectif prenable. Mais malheureusement, je le dis pour nous tous, il arrive de temps en temps que nous sommes survoltés parfois lorsque les choses passent. Et la C14 a eu le courage de faire son diagnostic la dernière fois.
en reconnaissant que nous avons parfois mélangé l'objectif et les moyens. Mais les autres aussi doivent faire leur propre diagnostic. La société civile, la diaspora. Parce qu'il est arrivé au moment où j'ai constaté que entre la société civile, les partis politiques, entre les partis politiques, la diaspora, c'était un mélange bizarre, un mélange détonnant. Alors pourquoi nous devons savoir l'objectif que nous voulons atteindre et après nous nous écartons de cet objectif-là, nous nous attaquons. Quelqu'un l'a dit ce matin, tout ce qui ne mobilise pas doit être combattu. Alors, moi je sais qu'il y a un objectif simple aujourd'hui sur lequel au moins on peut s'entendre et tout le monde le dit depuis un moment, c'est comment faire pour qu'ensemble on réalise les réformes tant attendues par les Togolais. C'est un objectif capital et fondamental. On ne peut pas continuer à repousser encore plus longtemps le problème des réformes au Togo. Les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, on a organisé un dialogue. Ils ont fait semblant. Ils ont tout fait pour que les facilitateurs s'éloignent. Aujourd'hui, ils ont une assemblée pour eux. Alors, c'est un défi pour eux. C'est un défi majeur à la face du monde entier qu'ils réalisent en fait ces réformes. Parce qu'ils disent que c'est l'opposition hier qui les a empêchés de faire les réformes. Aujourd'hui, le monde entier les regarde. Il faut que, s'ils veulent que ce pays démarre, ce pays ressemble à tous les autres pays, il faut qu'enfin, entre eux là-bas, parce qu'ils sont monolithiques, il faut qu'ils fassent au moins les réformes. Et sur cet objectif-là, nous pouvons nous entendre. Partis politiques, société civile, diaspora, nous pouvons au moins créer les conditions d'une alternance future pour le Togo. Merci bien, Maître Apevon. Monsieur Sakiti, quels objectifs prioritaires? Quels sont les objectifs prioritaires? Je reprendrai ce que Maître Apevon vient de dire, c'est les réformes. Parce que tant que nous n'avons pas les réformes, on n'a pas de programme précis, on ne sait pas où on veut que notre pays aille, on ne sait pas ce que nous voulons que notre pays soit demain, on va toujours continuer par patauger. Il faut que les réformes soient notre objectif majeur. Mais pour ça, je crois qu'il y a un objectif à court terme, c'est que nous soyons vraiment un pour pouvoir faire le travail. Je reviens à la première question que vous avez posée. Et moi, ma question, on veut être un, mais autour de quoi on va se rassembler? Est-ce que quelque part, les échecs qu'on a connus ne sont pas liés au fait qu'on ne s'est pas rassemblé autour d'objectifs précis qu'on peut atteindre, et ce qui nous a amené à des échecs? Bon, maintenant qu'on veut, et je crois que tout le monde est d'accord avec ce que Maître Apevon a dit, que je redis, notre objectif primordial, notre objectif principal, c'est les réformes. Comment faire pour réaliser cette unité, pour pouvoir aller aux réformes? Il est vrai que le parti, ou bien les partis qui sont à l'Assemblée, disent qu'ils vont faire les réformes, mais ça ne veut pas dire, et ça dit que la société civile et tout le reste va se taire et dire, bon, allez-y, nous allons voir. Je crois que les réformes, la question des réformes nous concerne tous. Même s'ils ne sont pas à l'Assemblée aujourd'hui, la question des réformes concerne tout le monde. Nous avons des propositions à faire, nous avons des moyens pour que le Togo que nous voulons, on puisse amener ceux qui sont à l'Assemblée à pouvoir faire les réformes nécessaires pour que nous ayons ce Togo-là. Merci. Monsieur Adia. Merci. Je voudrais souligner que il faut, en ce moment où nous voulons prendre conscience et faire prendre conscience à chacun de nous qu'il y a un effort à faire pour dépasser nos limites et pousser le pays vers un mieux vivre ensemble, que chacun de nous arrive à dépasser les passions et à se dire la vérité et dire la vérité aux autres, et à cesser de parler le langage politique pour parler politique. Parce que
il ne sert à rien. Il ne sert à rien de vouloir ne pas reconnaître la vérité. Et puis des agitations qui ne donneront pas de résultats, il faut que nous cessions ça. Parce que c'est le moment de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Nous avons fait du chemin, beaucoup de chemin. Et nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu du temps pour nous-mêmes et du temps pour d'autres personnes. Et le temps presse encore devant nous. Quand nous parlons des réformes, avons-nous les moyens d'influencer les réformes aujourd'hui? Avons-nous les moyens? Oui, monsieur Ayat. Pour le moment, la question c'est quels sont les objectifs? Après, il y a une autre les question objectifs, je vais y arriver. sur les obstacles et les difficultés. Très bien. Je voudrais justement parler des objectifs. C'est-à-dire, il est simple de dire, nous voulons faire les réformes. Tout le monde veut le changement. Mais avons-nous les moyens d'influencer sur le changement aujourd'hui? Ceux qui sont au pouvoir refusent apparemment le changement. Ou du moins, ils sont résistants. Ceux qui sont au pouvoir, nous avons constaté depuis plusieurs années qu'ils ne veulent pas opérer les réformes. Et des occasions manquées se sont présentées plusieurs fois. On n'a pas su faire les réformes. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation situation défavorable parce que il faut reconnaître que nous sommes dans une situation défavorable. Or, la politique, c'est une question de rapport de force. Nous n'avons pas ce rapport de force de notre côté aujourd'hui. Alors, comment s'organiser? Nous pensons que pour mieux faire, l'unité d'action serait d'aller chercher le pouvoir. Parce que c'est en ayant le pouvoir que nous pouvons faire les réformes. C'est en ayant une partie du pouvoir que nous sommes capables d'influencer les réformes. Alors, sans que nous n'ayons le pouvoir, il n'est pas possible d'influencer sur quoi que ce soit. À moins que nous choisissions d'autres voies d'influencer sur le pouvoir. Alors, nous autres, nous disons, s'il y a une possibilité que l'unicité d'action nous permette de conquérir une partie du pouvoir, faisons-le. Et comment y arriver? C'est tout simplement en voulant jouer en équipe. Il suffit de nous constituer comme une équipe où il y a plusieurs spécialistes qui jouent à leur poste et chacun est reconnu pour ses compétences. Et donc, en étant dans une équipe avec de bons coachs et une bonne équipe dirigeante, on peut aller conquérir des victoires. Et avec ces victoires, on peut influencer sur le changement que nous voulons. Donc, nous disons, c'est parce que l'esprit d'équipe nous a manqué. Comment travailler en équipe? Comment être solidaire comme une équipe et travailler chacun à son poste, mais en ne pas souvent le même but? C'est ça qui nous a manqué. Et je crois que là où nous sommes, il vaut mieux se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, il ne sert à rien de vouloir ne pas reconnaître que nous faisons du surplace et qu'il faut chercher les moyens d'évoluer. Merci. Merci. Moi, je m'en tiens pour le moment à mes questions. Les à côté, je vous les laisse. Donc, j'ai noté les objectifs suivants. L'alternance, le changement à la tête du pays, ce qui, quelque part, recoupe ce que vous venez de dire, à savoir qu'il faut aller à la conquête du pouvoir. On a également parlé des réformes. Voilà les objectifs que j'ai pu noter. J'espère ne pas m'être trompé. Alors, si c'en est ainsi, comment, au-delà de vos spécificités et des divergences de stratégie observables chez vous, les différents acteurs, comment travailler de façon convergente pour l'atteinte des deux objectifs qu'on vient de recenser? Alternance, conquête du pouvoir, d'un côté, de l'autre, les réformes. Quels sont les obstacles et les difficultés qu'on peut entrevoir? Je crois qu'on va commencer cette fois-ci par M. Sakiti. Les obstacles et les difficultés
pour atteindre les objectifs en tenant compte des spécificités des uns et des autres? Les obstacles, les difficultés, on les connaît. Ce sont ceux qu'on a eus depuis jusqu'à maintenant. Le premier obstacle, c'est que chacun tire toujours le drap de son côté. Chacun a déjà fait ses calculs avant de venir. Et pendant qu'on prend une décision, on pense, est-ce que ça m'arrange? Si ça ne m'arrange pas, je ne participe pas. Là, c'est le premier obstacle, c'est le refus de renoncer à soi-même. Tant qu'on ne renonce pas à soi-même, on ne peut jamais faire unité. Le professeur nous a dit tout à l'heure que sans supplice, tant qu'on ne passe pas par la souffrance, on ne peut rien avoir de bon. Donc, première chose à faire, renoncer à ses ambitions. Les ambitions n'ont jamais été une bonne chose si elles sont dirigées contre l'objectif commun. Donc, deuxième chose que nous pouvons faire après avoir renoncé à nos ambitions, c'est de voir ensemble, on le répète tout le temps, de quoi notre pays a-t-il vraiment besoin. Et je crois que l'une de nos difficultés, c'est qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il faut pour ce pays. Et chacun fait quelque chose de son côté en espérant, en croyant que c'est le bon. Est-ce qu'il n'est pas important de s'asseoir avec des spécialistes pour voir où est-ce qu'on veut aller réellement? Donc l'une des difficultés, c'est que nous nageons un peu en eau trouble. On ne voit pas très clair. Donc pour le moment, je m'arrête à ces deux difficultés qui pour moi sont très importantes. Merci. Monsieur Elia. Je disais tout à l'heure que il faut que nous arrivions, après avoir défini l'objectif que tout le monde partage, que nous travaillons sous forme d'une équipe. Je prends l'exemple d'une équipe de football. Il y a des attaquants, il y a des gens qui jouent aux ailes, il y a des milieux, des défenseurs, et il y a le gardien de but. Et chacun a sa spécialité. Chacun a ses forces et ses faiblesses quelque part. Nous voulons nous mettre ensemble. Ok, formons une équipe. Et disons, nous marquons des buts pour le bonheur de nous-mêmes et de nos supporters. C'est simple. Maintenant, la difficulté qui résidait là-dedans, c'est que qu'il n'y ait pas une sorte d'Adebayor qui croit que sans lui, on ne peut pas marquer le but. Il faudrait que quelqu'un qui a la possibilité de marquer le but, qu'on lui passe la balle et qui marque le but dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, lorsque nous serons en mesure de pouvoir fonctionner en une véritable équipe et qu'on reconnaisse la capacité de chaque acteur sur le terrain de faire quelque chose pour le bien du pays et dans l'objectif qui est visé, je pense qu'à ce moment-là, on est prêt à faire gagner le peuple, on est prêt à faire gagner toute l'opposition, on est prêt à faire gagner tous ceux qui luttent pour le changement dans le pays. Parce que sans que nous n'ayons cette capacité de nous mettre ensemble, en reconnaissant les valeurs des uns et des autres, et en sachant que chaque individu, comme acteur, est capable d'apporter quelque chose de bien, et on va se mettre à dire, si ce n'est pas l'autre, ce ne sera pas moi, et là, on n'aura que les résultats que nous avons jusqu'à présent. Et nous autres, nous disons, il faudrait que, dorénavant, nous travaillions en forme d'équipe et que nous ayons de bons coachs qui savent choisir les meilleurs joueurs à mettre à des postes stratégiques et que les supporters soient ensemble derrière nous pour que nous allions marquer des buts. Ok, donc c'est la difficulté de travailler en équipe, de s'organiser en équipe. Merci. Monsieur Kouda. Oui, merci. Je crois que mes prédécesseurs ont abordé déjà pratiquement tous les obstacles. Mais je dirais que à mon avis, le plus grand obstacle que nous avons,
c'est d'abord d'avoir une plateforme commune, que les gens s'entendent sur ce que nous voulons atteindre réellement, quel Togo nous voulons. Si jamais aujourd'hui le pouvoir tombe dans les mains, qu'est-ce que nous voulons faire? Quelle est cette vision? Quel est ce projet de société dans tous ces compartiments, jusqu'à la culture et le changement de mentalité, l'éducation, la santé? On a vu, on a fait le diagnostic, mais en dehors du diagnostic, qu'est-ce que nous, si jamais demain on dit prenez le pouvoir, qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce qu'on est déjà d'accord nous tous là-dessus? Si on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas défini cela, on sera très très difficile de s'entendre même si on est en unité. Ça, c'est la première des choses. Donc, vraiment, le genre de la pensée, qu'est-ce que nous voulons? Accordons-nous là-dessus, s'assurons que c'est ça, tout le monde est d'accord, il n'y aura pas de consensus, il n'y aura pas d'unanimité, mais un consensus général sur ce que nous voulons de ce Togo, que nous voulons laisser à notre jeunesse et à notre postérité. Et il me semble que ça manque beaucoup. On s'est beaucoup entouré de leadership, plus, c'est-à-dire de personnalité, que de vision, d'idéologie qui doit nous conduire. Quand on épouse une idée, on n'épouse pas nécessairement une pensée, et ça, c'est plus facile à faire. Deuxième, on n'a pas défini vraiment les moyens d'atteindre nos objectifs avant de parler des obstacles. Parce que nous avons des objectifs, quels sont les moyens de l'atteindre? Et maintenant, on verra quels sont les obstacles qui sont sur le chemin. Donc, nous n'avons pas totalement défini les moyens que nous voulons. La question des stratégies vient plus tard. Ah oui, c'était un peu à l'envers. Parce que pour moi, quand vous définissez une priorité, vous devez savoir quels sont les moyens pour l'atteindre et maintenant quels sont les risques et les obstacles que vous avez. Mais bon. Alors voilà pour moi le travail en équipe. Et regardez mon Wamado Gembebele, elle n'a sous-bois, elle va gagner des décis. Mi global n'a sous-bois, elle n'a des décis, elle n'a deux bois, elle n'a sous-bois, et tu vas gagner des décis, alors elle va des décis. Donc vraiment, les gens doivent se renoncer à eux-mêmes et avoir l'intérêt général en tête. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci bien, M. Goda. Maître Abevon. Oui, non, comprenons-nous bien. Moi, je suis ici en tant que parti politique. Mais on ne peut pas faire le reproche à un parti politique d'avoir de l'ambition. Ce n'est pas possible. Et il arrive souvent que les partis politiques agissent toujours par intérêt. Ça aussi, c'est connu. Nous savons que ce qui nous a bloqués depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous avons eu des conditions. Nous avons eu des conditions pour pouvoir sortir de notre situation. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est avoir l'honnêteté, l'humilité de définir une stratégie gagnante. Comment nous pouvons arriver à définir une stratégie gagnante? Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, si nous avons tourné en rond, c'est parce que nous avons mis trop les intérêts, nos intérêts de parti au-dessus de tout. Donc, c'est-à-dire qu'entre nous, on ne s'est jamais entendu. On ne s'est jamais entendu. On s'est donné des coups de pied, on a attendu des pots de banane. Et ce qui est un peu dommage, je le dis, sans langue de bois, c'est que depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu tirer le leçon de tout ce qui nous est arrivé. Tous les échecs qu'on a connus sur le chemin, normalement, si on faisait la pause de manière honnête et sincère, on aurait pu changer justement de comportement. Mais lorsqu'on observe aujourd'hui la scène politique, on a l'impression que c'est les mêmes comportements qui continuent. Alors, et c'est là la grande question. Comment nous allons faire demain? J'ai parlé tout à l'heure des regroupements qui, au fur et à mesure qu'ils naissaient, ils disparaissaient. Mais le dernier en date, notre C14, tout le monde, ça aussi je ne ferai pas de langue de bois. On sait aujourd'hui que la C14 est en difficulté. Alors, qu'est-ce qui a poussé certains à quitter le navire? Mais nous osons croire que ce départ-là n'est pas définitif.
Mais tant qu'on n'aura pas défini quelque chose qui nous réunit, en nous disant, pour pouvoir émerger demain, parce que l'ambition de chacun ne peut prospérer que lorsqu'on crée les conditions générales pour le Togo. Chacun ne peut jamais faire prospérer son ambition personnelle lorsque les conditions de la conquête du pouvoir ne sont pas réunies. Comment faire pour créer les conditions de la conquête du pouvoir? C'est de ça en réalité qu'il s'agit. C'est pour ça que nous avons l'obligation, qu'on le veuille ou non, d'aller à l'unité. À l'unité d'action, c'est obligatoire. Alors, dans ce projet-là, je dis aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps rapidement de le redire, mais la conquête ou ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas seulement l'apanage des partis politiques. La société civile a son rôle à jouer. La diaspora a son rôle à jouer. Mais attention, c'est vrai que les partis politiques ont pour vocation la conquête et l'exercice du pouvoir. Ce qui n'est pas le cas des partis société civile et diaspora. La diaspora subit inexorablement ce que les partis politiques font de mal. Si on fait mal, ça rejaillit sur tout le monde. Alors la société civile a l'obligation d'accompagner les politiques, d'intervenir, pas d'être des concurrents. Parce que lorsque ce sera perçu comme une société civile concurrente ou une diaspora concurrente qui entre en rivalité avec les politiques, alors là encore, c'est la fin du haricot. Ce serait la fin du haricot. Alors, si la société civile doit venir, la diaspora doit venir, c'est essayer de canaliser les ambitions des partis politiques. Comment faire pression pour qu'on puisse canaliser justement les ambitions des uns et des autres. En réalité, c'est la mission, le rôle de la société civile et de la diaspora. Si on essaie ça, on peut essayer on s'en sortira. Mais si nous restons chacun de son côté, on laisse les partis politiques, débrouillez-vous entre vous, faites ce que vous voulez, et ça va, on va aller se casser encore la figure. Demain, tout le monde va se plaindre, vous dire, ah, c'est encore foutu. Et c'est reparti pour 5 ans. Je sais que tout le monde a son mot à dire, tous les citoyens ont quelque chose à dire dans cette crise-là, pour que nous puissions trouver justement les voies idéales pour s'en sortir. Merci, Maître Prévost. Donc, on constate que la difficulté est liée à la définition d'une plateforme commune, à l'identification d'une stratégie gagnante et à l'organisation en équipe de tous ceux-là qui veulent le changement. Dernière question. Comment opérationnaliser le principe des réformes constitutionnelles et institutionnelles recommandées depuis août 2006 par l'APG? Monsieur Koda, il nous reste 12 minutes, donc je vais demander qu'on soit un peu plus bref, même si le sujet est d'importance. Merci. Oui, merci. Moi, je n'ai pas une réponse toute faite à cette question. J'aurais seulement 2 souhaits. Qu'à la sortie de ce forum, qu'on ait vraiment une équipe de réflexion, qu'on ait vraiment une équipe de réflexion aussi diverse qu'on peut, mais pas beaucoup de monde, mais des gens qui peuvent réfléchir et faire des propositions concrètes. Il est très difficile dans une salle de 500 personnes de sortir des stratégies vraiment ciblées. Donc, si on sort de ce forum avec une équipe, une cellule, une commission, quel que soit le nom qu'on donne, mais pour réfléchir réellement au passé, au présent, au futur et définir, c'est une bonne chose. 2, il faut qu'on définisse aussi une gouvernance. Il faut qu'il y ait une gouvernance. Quand on forme une équipe et qu'on a défini une plateforme, il faut qu'on ait une gouvernance autour de cette plateforme. Cette gouvernance aussi doit inclure bien sûr les politiques, la diaspora, la société civile, et ça permettra de voir que voilà l'équipe et voilà maintenant, on pourra penser après, si nous avons une plateforme, voilà l'équipe et qui peut conduire cette équipe. C'est tout ce que moi je peux dire pour l'instant parce que je n'ai pas vraiment la question à cette opérationnalisation de ce qui va sortir d'ici. Merci.
Merci, monsieur Kouda. Maître Apebo. Oui, c'est encore vous. Non, vous savez, le problème des réformes au Togo, c'est un véritable sapin de mer. On a essayé beaucoup de choses, on n'arrive pas à le saisir, on a essayé, on a réessayé, on n'y arrive pas. Mais ce qui est terrible, c'est que lorsque la CEDEAO pour une deuxième fois s'est saisie du problème togolais avec la désignation de facilitateur, on avait cru à un moment donné qu'on irait à une solution. Mais ayons au moins l'honnêteté de le reconnaître. Ce qui s'est passé au cours de ce que nous avons appelé un dialogue, en réalité ce n'est pas un dialogue. Les protagonistes togolais ne se sont pas parlé entre eux, il n'y a pas eu de dialogue. Ça au moins ayons le courage de le dire. Comment nous avons fait un dialogue pour que finalement ceux qui sont concernés par le problème togolais n'ont pas été à un moment donné en contact les uns avec les autres pour parler des problèmes que nous avons. Les facilitateurs, compte tenu de la difficulté qu'ils ont perçue dans le cas togolais, les positions étant figées, ont plutôt organisé un triangulaire. Bon, on parle au parti au pouvoir, après on vient nous parler à nous, et puis après les facilitateurs ils font la synthèse, et c'est comme ça qu'ils ont procédé jusqu'à la sortie de la feuille de route. La feuille de route, on n'a jamais discuté pour dire qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans avec les conclusions qu'ils ont sorties. Ils se sont retrouvés quelque part et ils nous ont sorti une feuille de route. Alors, finalement, la mise en application de cette feuille de route aussi est devenue problème. Et quelqu'un l'a dit ce matin, si nous voulons sortir de ce cercle vicieux-là, et le pouvoir et ceux qui sont en face, l'opposition, nous devons avoir le courage de faire quelque chose pour aller dans le sens du bien. Si nous restons figés, chacun restant figé, c'est vrai, le pouvoir ça l'arrange. Tant que ça ne bouge pas, eux, ils en profitent. Et ils feront tout pour que la situation reste figée. Alors qu'est-ce que nous faisons nous pour les obliger à ne pas laisser la situation figée? C'est une grande réflexion que nous devons engager. Il est bon, parfois et souvent, de pousser le pouvoir jusqu'à cette extrémité par des mobilisations. Nous avons fait des mobilisations, on ne peut jamais reprocher aux Togolais, depuis le début de notre processus là, que les Togolais sont des poltrons, ils n'ont rien fait. Mais nous avons une situation assez bizarre, des gens qui sont positionnés, une armée et tout ça, des gens, le père Afognon l'a décrit ce matin. Lorsque vous allez dans la rue, on tue même des enfants, on tue des innocents, tout le monde, on arrête les gens à la pelle, on met les gens en prison. Ce n'est pas une situation facile à gérer. Mais c'est notre Togo à nous. Nous devons continuer à réfléchir pour trouver justement la solution qui nous permet de nous en sortir. Parce que lorsque le pouvoir nous pousse à l'enlisement, et l'enlisement qui leur profite, mais c'est la misère qui va continuer à apparaître dans les recoins de nos contrées. Alors, au moins il y a aujourd'hui une feuille de route que la CEDEAO a proposée. Même si, entre-temps, la CEDEAO nous a abandonnés au milieu de la mer. Le bateau est devenu ivre. La CEDEAO a dit, mais débrouillez-vous avec ce bateau, moi je m'en vais. Mais, au moins la feuille de route qu'ils ont laissée, il faut que nous nous organisions de telle manière que s'il y a quelque chose de positif, et je pense qu'il y a des choses positives, de pousser le pouvoir, ceux qui gouvernent aujourd'hui le pouvoir, à s'en saisir. Nous avons même connu une période où la CEDEAO a nommé un expert dans ce pays. Et c'est la même CEDEAO qui a dit qu'il faut aller aux élections le 20 décembre. De quelle manière ils ont poussé à organiser les élections dans ces conditions scabreuses, là, les élections le 20, et ils n'ont rien fait pour que la feuille de route là soit respectée ou les conclusions de l'expert soient respectées. Nous avons quand même une mission. Nous devons continuer à nous battre et sur le terrain à l'interne, mais nous devons continuer également à nous battre à l'externe pour nous faire comprendre. Parce que le cas du Togo est devenu un cas atypique. On ne peut pas continuer à parler tout le temps de réformes dans ce pays alors que le pays est en train de s'enliser, et tout le temps on va parler politique alors que les problèmes de développement sont là. Essayons de trouver le génie pour que finalement
cette affaire-là, on puisse la régler. Nous avons au moins la base. Profitons de ce qui est existant. Comment améliorer? Bien sûr, pas la mobilisation, bien sûr, mais avec intelligence. J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, que lorsque nous allons dans la rue, nous mobilisons, ça au seul ne suffit pas. Il faut accompagner tout ça là de stratégie et d'intelligence pour que nous puissions arriver au résultat. Merci. Monsieur Egia. Merci beaucoup. Je suis malheureux et c'est regrettable que nous soyons là aujourd'hui à encore parler des réformes. C'est dommage. Mais nous y sommes. Et on ne peut faire autrement. Maintenant, comment faire pour opérationnaliser les réformes? C'est la question la plus difficile en ce moment. Parce que nous sommes en position de faiblesse. Il ne nous reste qu'à remobiliser. Remobiliser les troupes, remobiliser la masse, pour faire comprendre aux camps qui refusent de faire le pouvoir que les choses peuvent basculer. Donc, comment remobiliser les troupes? Comment redonner confiance aux populations? Comment refaire renaître l'espoir? Je pense que c'est ce qu'il faut rechercher. Et donc, la proposition de créer un cadre de réflexion, je pense que je la retiens, moi aussi. Qu'il faut créer un cadre de réflexion et créer une gouvernance de l'opposition. Créer une gouvernance de l'opposition qui ne soit pas le cadre d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques, mais que ce soit une gouvernance qui soit acceptée par tous et qui définisse des objectifs réalisables, et qu'avec une stratégie de mise en confiance du peuple et de la conquête du pouvoir à temps. Parce que si nous ne savons pas faire, 2020 c'est déjà demain. Et donc, nous devons aller très vite et chercher à redonner confiance aux populations dès maintenant. Maintenant, comment faire? Nous avons 2 élections en vue. Je ne parle jamais de stratégie en public. Je ne le ferai pas. Parce que qui dit stratégie, c'est comment faire pour dribbler l'autre. Alors si je le dis ici, si la personne est là pour la prendre, il va aller se préparer contre moi. Donc je ne le dirai pas. Mais si vous nous demandez, je parle de la gouvernance de l'opposition, que chaque parti envoie ses stratégies en pli confidentiel, je le ferai. Mais je propose, comme l'a fait mon grand frère Kodar, qu'on mette en place une gouvernance de l'opposition et que nous commencions par remobiliser les troupes en leur donnant confiance. Les échéances s'approchent, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais on peut encore renverser la situation. Je vous remercie. Merci. J'aimerais juste nous rappeler quelque chose que le professeur David Dossé a dit ce matin. C'est que même au sein du parti au pouvoir, il y a des citoyens qui aspirent au changement. Merci. Monsieur Sakiti. Comment faire? La première chose que je voudrais proposer, c'est que nous nous entendions sur les réformes que nous voulons. Parce que autant où la C14 menait les affaires, la C14 avait un certain nombre de propositions. Mais parfois on entend sur les ondes d'autres qui viennent, qui disent « je suis de l'opposition, je suis de la société civile » et qui détruisent complètement tout ce qui a été dit par un ensemble de partis politiques ou de associations de la société civile. Donc il faut qu'on s'entende sur
la réforme que nous voulons. Quel est le contenu de cette réforme? La CEDEAO a proposé quelque chose. Est-ce que c'est cela que nous approuvons? Et si c'est cela, on y va ensemble. C'est mon premier point. Mon deuxième point, est-ce parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est presque, peut-être mon confrère ne sera pas d'accord avec moi, est presque monocolore, que nous ne pouvons pas nous faire entendre par rapport aux réformes? Je dirais non. On peut toujours se faire entendre. Il y a toujours moyen de se faire entendre. D'autant plus que le professeur nous avait dit tout à l'heure qu'au sein du parti au pouvoir, il y a des gens, beaucoup de personnes qui veulent la réforme. Même si c'est un système bien huilé, bien organisé, il y a toujours, au sein de ce système, ce sont des individus. Et on peut toujours travailler les individus pour obtenir les résultats qu'on veut. Est-ce qu'on ne peut pas penser à cette stratégie-là? Cette stratégie, on ne va pas dévoiler toutes les stratégies sur la place publique, mais commençons par penser à comment faire pour que des personnes qui composent un système arrivent à comprendre que le système n'est pas bon et qu'il faut revoir les choses pour le bien de tous. C'est possible. Alors, je crois aussi que dans le même ordre d'idée, le pouvoir doit être réaliste. Il faut que ceux qui nous gouvernent aient un minimum de bon sens pour se dire, nous faisons quelque chose qui ne marche pas. Il faut quand même essayer de se dire la vérité, dire, on va améliorer un tout petit peu pour le bien du pays, pour le bien de nous tous. C'est pour le bien que je le dis. En disant il faut que le pouvoir ait un minimum de bon sens, je n'insulte personne. C'est pour dire, il faut qu'on s'asseye pour se dire ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça apporte au pays? Est-ce que le pays avance ou il n'avance pas? Et se dire maintenant on peut toujours changer. Changer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Faire ce qui est bien parce que mon adversaire le dit, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe que je suis fort. C'est celui qui est fort qui s'abaisse pour accepter les remarques et s'améliore. J'ai fini. Ok. Merci beaucoup. Nous arrivons là à la fin de nos échanges au niveau du panel. Nous allons entrer dans la phase du débat général. Mais il avait été prévu que la parole puisse être donnée à certaines personnalités ou à des représentants de confessions religieuses. Donc j'aimerais demander à M. Koulani. M. Koulani. Ah, ok. J'ai oublié que nous étions vendredi. Bon, donc, il ne nous reste alors que à remercier nos panélistes pour cette première phase et à entrer dans le grand débat. Ok. Nous allons procéder par série de questions. 5 questions par série. Je vois les mains fort nombreuses. Ok, nous allons essayer d'être le plus équitable possible. On va commencer par là et puis venir vers vous. Donc, La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'extrême droite, même si vous n'êtes pas de l'extrême droite. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bien. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le Oui, monde. mais il faut qu'il donne son nom pour qu'il puisse... Une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo,
une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je zappe La Gazette du Michel Togo, pour le une moment. vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Père Afognon aussi, je le zappe pour le moment. La Gazette du Togo, une vision J'arrive sur ici, l'actualité permettez. togolaise et sur le monde. Olympio Robert La Olympio. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bon, La Gazette du J'adore. Togo, une vision sur l'actualité Et togolaise Père Afognon. et sur le monde. Michel, au prochain tour. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et 10 sur le personnes. monde. Bon, ok. Continuons alors. Donc là, je suis... Bon. Attanti, c'est ici, hein. Ça, c'est... Diaspora, Michel Kenvi. Là-bas, rien. La Gazette du Togo, une vision sur Le l'actualité togolaise patriarche, et sur le monde. Le patriarche La Gazette du Togo, Godité. une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et dame. Et La dame, Gazette du dernière Togo, personne. une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision Robert. sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une Oui, vision sur ils vont l'actualité utiliser- togolaise et sur le monde. Oh, ok. La Allons-y, Gazette s'il vous du plaît. Togo, Monsieur une vision Dou, sur l'actualité togolaise Euh, et sur le monde. 1 minute. Vous ne faites pas La Gazette du Togo, de nouveaux une exposés, vision s'il vous sur plaît. l'actualité togolaise et sur le monde. Sauf exception La Gazette autorisée. du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. S'il vous plaît, venez par ici. On a La un Gazette problème du de, Togo, une vision sur de l'actualité micro-baladeurs, togolaise donc et nous sur allons le vous monde. prier de bien vouloir venir de ce côté. La Gazette Monsieur du Togo, Dou, une allez-y, vision s'il vous sur plaît. l'actualité togolaise et sur le monde. Merci aux conférenciers. Ma première question La va Gazette à du Togo, M. une Gérard vision Adja. sur l'actualité togolaise Il nous et sur parlait le qu'il y monde. avait une nouvelle crise à partir du 20 La décembre. Gazette du Togo, Je veux une vision savoir sur qui l'actualité sont togolaise ceux-là et qui sur ont le créé monde. cette nouvelle crise à partir du 20 décembre passé. La deuxième question, est-ce que leur mouvement... Une question par personne, s'il vous plaît. J'ai la question à deux personnes quand même. Est-ce qu'il y a combien de types de l'opposition? Ils font partie de l'opposition ou du pouvoir? C'est à leur part. Maintenant, côté du représentant de la diaspora, et il nous parle de l'empêchement des élections et non du boycott. Moi, je crois qu'ils font partie, ils sont aussi des acteurs et qui parlent aussi de l'empêchement. À mon niveau, je crois et je constate qu'il y avait empêchement par les acteurs qui a fait que la population n'a pas participé à ces élections. C'est la population togolaise qui a boycotté l'élection, donc M. Fonia Singbe et ses amis sont en train de l'organiser. Et il n'y avait pas élection, il y avait une nomination. Parce que s'il y avait Monsieur élection... Dou, est-ce qu'il y a une question à ce niveau-là ou pas? Ok, donc il n'y avait pas élection, selon moi. Merci. Merci bien. Monsieur Sawogou. Merci. Je n'ai pas de questions parce que nous connaissons tous les problèmes du Togo. Je voudrais juste faire des propositions, deux propositions Allez-y. à la diaspora. Chers amis de la diaspora, critiquer, c'est bon. Mais faire des propositions concrètes, c'est encore mieux. Autre chose par rapport à la Donc, diaspora. pardon, quelle est votre proposition là? Oui, critiquer, c'est bon. Mais faire des propositions sur les panels, nos amis de la diaspora critiquent pour critiquer. Et je ne suis pas dans... personnellement, je ne suis pas dans cette logique de critiquer pour critiquer. Mais quand on critique, à la fin de la critique, il faut apporter des propositions constructives. Par rapport à la mobilisation matérielle et financière, j'aimerais demander à la diaspora de centraliser et d'avoir le discernement en sachant à qui envoyer son soutien. Aux partis politiques, arrêtez les calculs politico-politiciens. Dites-vous
le Togo d'abord. Vous allez à la chasse, vous prenez vos armements, vous ne savez pas quel genre de gibier vous allez abattre, et vous commencez par vous disputer des différentes parties que chacun doit avoir. Et ça, moi, vous me décevez énormément. Alors, qu'au sortir de ce forum, que vous fassiez l'effort, chers amis de politiciens, de laisser ces calculs politiciens et de vous mettre carrément au service la quatrième proposition. La dernière chose, en ce qui concerne les partis politiques, je voudrais que vous fassiez confiance aux organisations de la société civile, que vous fassiez un travail de mobilisation de vos militants pour qu'ils se mettent tous, sans exception, derrière la société civile pour conduire ce mouvement qui va nous permettre de faire évoluer notre pays. Au moment électoral, là, nous allons vous laisser postuler. Nous allons vous laisser le terrain électoral et nous allons juste faire un travail pour avoir les meilleures conditions pour vous permettre, lorsque vous serez candidat, de pouvoir faire votre campagne sur le terrain et si vous méritez ce que vous méritez, qu'on puisse vous le donner. Merci beaucoup, je termine par la société civile, permettez. Je termine par la société civile. Nous avons commencé un travail de nettoyage, de balisage du chemin, la convergence. J'aimerais exhorter la société civile consciente, parce que nous avons une société civile inconsciente, de véritablement continuer ce travail de convergence, de baliser le chemin et de ratisser large afin de mobiliser toutes les couches, sans exception, pour nous permettre de réussir ce travail de démocratisation de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos propositions. Monsieur Olympio, nous sommes ici. Ma première question va à ceux qui disent que tout le monde est coupable. C'est un jugement de Salomon, ça. Comment tout le monde peut être coupable? C'est M. Adja qui le disait tout à l'heure. J'ai rien compris. De deux, organiser une élection avec une participation de 10 à 15% des électeurs qui a échoué. Aller à une élection, conquérir le pouvoir avec des conditions biaisées, alors qu'en Europe ou ailleurs, les règles sont fixées d'avance. Comment on peut conquérir ce pouvoir? Et quand il y a l'armée derrière vous, l'armée qui appuie ce pouvoir, qui ne veut pas partir, comment on peut conquérir ce pouvoir? Avec quelle stratégie? L'insurrection, on n'en a jamais parlé. Mais il y en a qui disent qu'on parle d'insurrection et ils ont quitté la C14. Et comment on peut arriver à cette conquête du pouvoir? Et je propose comme solution, comme il y a les réformes à demander pour les partis politiques avant de conquérir ce pouvoir, je crois qu'on doit s'atteler à ces réformes pour que tout un chacun participe à cette lutte de conquête de pouvoir. Merci. Merci, Monsieur Olympio. Monsieur Nadan. Merci. Je vais faire mon intervention à 3 niveaux. Premier niveau, à l'endroit des organisateurs. J'ai trouvé tellement pertinent la méthode utilisée que je leur demande, après tous les diagnostics qui ont été faits là, qu'ils soient pris en compte, bien notés. 2, je m'adresse à M. Robert. Le forum ne nous donne pas l'opportunité ici de critiquer quoi que ce soit. Ils nous ont fait un diagnostic à partir duquel nous devons faire des propositions. Ce que les gens disent dans la rue, sur les médias, on laisse tomber tout ça. Maintenant là, nous sommes dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je crois que c'est ça qui doit nous préoccuper. Dans ce sens, je fais une proposition. Notre lutte a fait plus de, moi je dis pratiquement 30 ans.
Ça veut dire que nous nous sommes tellement fait du mal que celui-ci aussi a voulu prendre. L'autre lui a mis les pieds dessus, etc. C'est ça qui a fait que tout ce que nous initions, nous ne le réussissons pas. Maintenant là, moi je suis élevé. Ne gouloade à moyodre ou le nom de Nahom. Ne novi wa susumbe muyele wode intibo le tamone wade long be yiwe la de kukune e ya o chan le susun yi chan long ne saya choti pa me ami le excusez-moi monsieur Nador, pardon vous parlez pour nous tous. Pardon vous me douzureji quoi si nous ne faisons pas ça au sein de l'opposition, nous n'irons pas loin. Il faut qu'on se pardonne. D'abord qu'on reconnaisse que nous avions posé des actes qui ont fait du tort à l'autre, que l'autre aussi reconnaisse qu'il a posé des actes qui ont fait du tort à celui-là aussi, et qu'on se pardonne. Sinon, l'unicité, la convergence de vues que vous souhaitez là, on va le faire, mais on le fera seulement à la surface. Ça n'ira pas au fond et nous allons toujours échouer. C'est pour ça que j'accepte la proposition de comité ou de cellule là. Les gens peuvent être identifiés, mais ils font ou quoi ça me, mais à propos non, non à clojime, ne m'y a avoué, m'y a dit l'eau, à penemi. Merci. Père Afoyon. Je voudrais simplement dire deux choses. Il me semble qu'il est urgent de faire un travail à la fois personnel et communautaire sur nous-mêmes. Et personnellement, je trouve que nous sommes trop réactionnaires et que finalement, quand on observe la vie sociopolitique au Togo, c'est comme si nous ne cherchons pas à bâtir un vivre ensemble profitable pour tous, qui nous élève et nous sorte de la misère, mais nous sommes plutôt dans une logique populiste où les leaders veulent simplement être acclamés. Au point où, dans nos rassemblements, quand tu réfléchis et que tu fais des apports, tant que ça ne touche pas cette façon superficielle de réaction, personne n'écoute. Mais il faut dire des choses pour que je sois applaudi. Au cours de ce forum, je voudrais noter ça. Si nous ne corrigeons pas ça, nous allons être encore longtemps dans un jeu de provocation inutile et de coups de gueule, et aucun peuple, à mon humble avis, on peut retourner dans l'histoire, professeur Gouako est là, aucun peuple ne s'est construit simplement à coups de gueule. C'est normal que nous puissions dire on n'est pas d'accord. C'est normal que nous puissions dénoncer. Mais il faudrait que cela soit accompagné d'actions plus approfondies. Voilà pourquoi j'adhère à un groupe de réflexion où nous allons nous élever un peu et aller vers, comment je peux appeler ça, des points d'intersection. Parce qu'il faut sauvegarder nos différences. Mais au Togo, on fonctionne comme si on peut être ensemble sans des points d'intersection. C'est impossible. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce que nous faisons ici, personnellement, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on confonde ça à une confusion. Nous ne sommes pas ici pour que partis politiques, diaspora, société civile, on se mélange sans savoir où on va. Nous sommes là pour se demander, nous voulons quel Togo? Qu'on soit de UNI, qu'on soit de la C14, qu'on soit centriste, je suis profondément convaincu que si jamais il y a une violence plus ouverte dans ce pays, personne ne restera dans sa maison. Même si on a des châteaux, on ira au sous-sol. À un moment donné, on sortira du sous-sol. Donc, il est urgent, à mon humble avis, que nous puissions nous dire le Togo doit prendre la première place. Et pour ça, il y a certains fils et filles de ce pays, réfléchissons pour voir comment les rassurer. Je suis étonné, excusez-moi de le dire publiquement, que malgré toutes les invitations que nous avons lancées, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour ouvrable, mais je ne suis pas sûr que tous les acteurs clés que nous avons visés ont répondu. Ce n'est pas une déception, mais c'est un constat.
ça voudrait dire que certains ont besoin d'être rassurés. Que faire pour rassurer tous les fils et filles de ce pays, quel que soit le mal qu'ils ont fait hier ou qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, de leur dire vous êtes capable de faire le bien, convertissez-vous, changez, optez pour le bien pour qu'ensemble on puisse inventer l'avenir. Il me semble que si nous perdons de vue ces axes, nous allons faire encore même une conférence nationale bis, mais on va tourner en rond. Je vous remercie. Merci. Monsieur Atanchi. Merci. Non, j'avais abordé beaucoup de points, mais je prends l'essentiel. Quand nous prenons le thème, quelle implication des différents acteurs dans l'unicité d'action, tel que ça se passe maintenant, je me suis dit qu'il sera un peu difficile pour ceux qui enregistrent de faire une synthèse en tant que telle, parce que le problème fondamental, c'est qu'on n'a pas pu dès le départ évoluer dans un sens plus pédagogique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'effort d'identifier dans un premier temps les acteurs, fixer les acteurs par rapport à leur implication. C'est ce qui a fait que dans les différentes réponses que la table a pu apporter au questionnement, et jusqu'à ce que moi je me suis posé la question de savoir si vraiment nous allons dans le sens du thème. Est-ce que nous allons dans le sens du thème? Vous voyez tout à l'heure, par rapport à la démarche qui a été posée par le facilitateur, et monsieur Koda a eu une approche un peu différente de ce que aborde le facilitateur en matière de définition des objectifs, des moyens pour aboutir au risque, tout ça là. Mais vous êtes parti de la définition des objectifs à la définition des difficultés et autres là. Ça a un peu biaisé le truc. Si bien que moi je dis, je donne un exemple. Quand nous prenons les acteurs, nous parlons à la fois des politiques, nous parlons de la société civile, nous parlons aussi de la diaspora. Alors, quand on prend le cadre de la diaspora, de quelle diaspora s'agit-il? Parce que dans la diaspora, il y a à la fois la société civile, il y a aussi des politiques. Vous voyez, si on n'arrive pas à définir ces éléments, c'est que nous aurons des difficultés à faire une bonne définition de ce que nous voulons atteindre comme implication. Je m'arrête là, merci. Monsieur Gentil, la leçon inaugurale a comporté un certain nombre d'indications qui répondent à vos préoccupations. Merci. Monsieur Kenvi. Merci. J'ai une question que je voudrais adresser à mon grand frère. Il a dit quelque part que... Vous l'adressez à qui, monsieur? Monsieur... Sakiti. Sakiti, merci. Sakiti. Voilà. La question, à un moment donné de votre une réponse, vous avez dit qu'il faille voir des spécialistes concernant la question de la plateforme dont parlait M. Kodar. Et je me suis dit que peut-être, est-ce que vous pensez que l'on puisse externaliser ou bien aller voir des experts extérieurs pour pouvoir travailler sur cette question de plateforme, ou bien on limite ça au groupe de réflexion dont on parle, interne, où la diaspora, la société civile et les politiques vont travailler sur ce dossier-là. Parce que vous savez, le plus souvent, quand on demande aux partis individuellement de composer un programme de société ou bien un projet à défendre pendant une campagne, ils peuvent se mettre dans leur chambre, dans leur bureau, en 4 jours, ils vont sortir un programme. Mais quand on leur dit de se mettre ensemble pour écrire un programme, ça devient difficile. Et c'est ce qui a fait le déclic dans mon esprit. Que bon, peut-être s'ils peuvent
les partis politiques peuvent externaliser, peut-être demander à des experts de leur élaborer un programme, une plateforme que la société civile pourra aussi contribuer après. Bon, je suis en train de voir la chose dans ce sens-là, pour faciliter plus les choses, que chacun reste sur son affect et dit que bon, voilà ce que moi je veux, l'autre dit voilà ce que moi je veux, et ça devient difficile pour pouvoir sortir un programme qui soit consistant et à défendre au moment venu. Voilà. Et ensuite, je voudrais dire tout à l'heure, une deuxième idée. Là c'est une proposition. Faites bref. Bref, ouais. Monsieur Nador ou bien Monsieur Achanti disait qu'il faille rassembler les gens dans une chambre et qu'ils se disent la vérité à un moment donné. Et ce travail peut revenir à nos autorités morales. Les prêtres qui sont avec nous peuvent faire ce travail-là, et ça pourra aller beaucoup plus vite pour que les partis politiques puissent rapidement se ressouder pour relancer la lutte. Voilà, merci. Merci. Il reste 3 personnes sur la liste. Le patriarche, Golbi Tété. Ago na nyino pea o le mame to bene nous le venir dans mais amede gomo ko na le enkim le do ago tout bon mbe ma dakpe kan de ne dokita David Dose nous pour que pour de que ya muy discours benyi na nyeyo. Papa Tété, est-ce que vous pouvez parler en français? Oui, d'accord. Nous tous ne... D'accord. Je tenais à remercier du fond de mon cœur le grand professeur David Ekwe Dossé. Tout simplement parce que son discours de ce matin ne sont pas pour moi de simples mots. C'est pour moi comme si quelqu'un est atteint de palu et on vient lui injecter un produit pour le sauver, pour le regaillardir. Je tenais d'abord donc à le féliciter. Quant aux messieurs du panel, je leur demande, je vous prie, de me laisser quelques petits temps pour faire quelques remarques. Au fond, ce ne sont pas des questions, ce sont des observations, des remarques. D'abord, lorsque nous parlons de la situation de notre pays qui nous amène ici ce matin, je suggère que nous ne parlions plus de crise, que nous parlions plutôt de questions, n'est-ce pas, ou d'affaires, ou de problèmes. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle nous vivons depuis des décennies est née, à mon avis, le 13 janvier 1963. J'étais dans cette ville de Lomé. C'est ça qui dure jusqu'aujourd'hui. Le mot crise, de par son étymologie, veut dire une situation conjoncturelle, passagère. Or, nous avons dépassé ce niveau, il y a belle lurette, n'est-ce pas? Même lorsqu'on se réfère à ce qui s'est passé pendant l'été 2017, ça aussi c'est tout simplement un moment, ou un momentum comme dirait un latin, n'est-ce pas, de cette crise, de ce problème qui dure depuis le petit matin du dimanche 13 janvier 1963. La question de savoir si le 20 décembre de l'année dernière nous avons échoué ou pas, non. Mon humble avis est ceci: ce régime, ce 20 décembre 2018, nous l'avons déshabillé au beau milieu d'un grand chemin. Il est là, nu, au pied aussi du monde entier. Donc, non seulement nous n'avons pas échoué, je prétends personnellement que nous avons tué le serpent. Il nous reste à lui couper la tête. Nous avons gagné une bataille. Il nous reste à gagner la guerre. Bien sûr, gagner la guerre peut s'avérer plus difficile que gagner une bataille. Mais nous n'avons pas échoué et nous devons encourager
notre pays, notre population dans ce sens. Unité d'action, pourquoi faire? Je crois que ça a été dit. À mon avis, deux choses. Les réformes. Nous devons nous mettre ensemble et Maître Apevon l'a dit de la manière la plus claire possible. Nous revendiquer ces réformes et ensuite ce que nous devons faire pour arriver éventuellement à ces réformes. Des unités d'action. Comme ça se fait aujourd'hui en Algérie. Pourquoi ces réformes? Notre Togo m'apparaît comme un train. Le train marche. Bidiga. Des bandits sont venus avec des roquettes. Ils l'ont attaqué, le train a déraillé. Il est sur un côté. Malade. Si nous voulons que le train redémarre, le minimum à faire c'est quoi? C'est de le reprendre, le remettre sur les rails, non? Et penser après à quelques réparations nécessaires. C'est ça. Tant que nous n'aurons pas remis le train sur les rails, on ne peut pas lui dire train, marche. Mais moi, Babine Djeke, je te dis de marcher. Pourquoi tu ne marches pas? Qu'est-ce qu'il y a? Marche là. Non. Nous devons prendre le train et le remettre. Le Togo n'est pas un état de droit. Le Togo n'est pas une démocratie. N'est-ce pas? Alors tout le reste, c'est des... Je ne sais pas comment appeler ça. Nous devons commencer par remettre notre train, le train togolais sur les rails. Et ça ne peut se faire que par les réformes constitutionnelles, institutionnelles, comment dirais-je, électorales, etc., y compris de notre soi-disant armée. Une milice prétorienne encore par-dessus le marché. Nous devons donc, n'est-ce pas, remettre le train sur les rails par les réformes. Et pour ce faire, vous voyez ce qui se passe en Algérie. C'est toutes les couches de la population, du peuple algérien qui s'est levé. Et je suis certain qu'ils vont gagner, pour ne pas dire ils ont déjà gagné. C'est ce qu'il nous faut. La communauté internationale, bon, elle est ce qu'elle est. Au 19e siècle, la reine d'Angleterre, Victoria, avait un premier ministre, Benjamin Disraeli, qui dit ceci: la couronne britannique n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts à défendre. C'est ça. Plus récemment, le général Charles de Gaulle va paraphraser Disraeli pour dire: les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Quand vous avez un chef d'État qui lui-même, après s'être battu des décennies, après avoir fait la prison, maintenant il arrive au pouvoir, il veut aussi s'implanter. Il veut changer la constitution de son pays pour s'implanter. Vous voulez qu'il vienne dire au petit fort: dégage? Mais le petit fort va lui dire: mais dégage toi-même d'abord. C'est ça. Vous avez bien compris ce que je veux dire par là. Donc, ne comptons pas trop sur... Merci beaucoup. Ah, j'en arrive à l'échec des groupements. Le dernier point, s'il vous plaît. J'ai à côté de moi ici un jeune frère qui peut témoigner. Pourquoi nous échouons? Il y a quelques années, je suis venu ici, Maître Agboibo a organisé l'anniversaire de son parti. Quand il a fini de parler, je dis: Maître, comment se fait-il que dans notre pays, chaque fois que nous avons mené le combat jusqu'au point critique, c'est en ce moment-là que nous dansons, nous mettons les pattes dans les pieds dans les choses de nous, etc. Et Maître, il regarde, il dit: oh, oui, notre grand frère a raison. Seulement, il n'a pas expliqué à l'auditoire en quoi j'avais raison. Eh bien, moi, je vais vous expliquer. Oh. J'avais un copain d'école. Nous habitions on n'était pas à l'anniversaire. Nous étions devenus comme des frères. Certificat d'études, cours supérieur. On passe le concours, il n'a pas eu la chance. Moi, je rentre à l'EPS de Lomé. Je passe mes 3 années, je m'en vais en Europe. 15 ans. Nous avons maintenu nos relations. Entre-temps, lorsque on a créé l'école d'administration, il a appartenu à la première promotion. Et donc, après, Nicolas Bruniski l'a nommé chef de circonscription, je crois, à Mango, qui est devenu un ami de M. Bruniski.
Après l'assassinat de Sylvanus Olympio, les Français ont fait revenir Grunitzky. Eh bien, mon vieil ami... Papa Gobi, si vous pouvez conclure. Son ami Grunitzky, qui lui a fait une promesse. Et le matin, de bonne heure, mon ami débarque chez moi. Il dit, Godwin, Dekiabi, à mon rencontre, Yahama Chotonye. Oh, Simon, mais quelle est cette histoire de l'encontre de... Je te dis que Dekiabi, bon. Mais je sais qu'à mon rencontre, Yahama Chotonye. Eh bien, l'explication de nos débandades, chaque fois que nous arrivons au point critique, c'est ça. C'est le lanconisme. C'est à qui prendrait le plus gros morceau possible. Okay. C'est ça. C'est ça. Merci bien. Surtout quand ça se mêle, quand les élections s'y mêlent. Eh bien, il est grand temps que nous laissions de côté le lanconisme. Que, comme quelqu'un l'a dit, que l'abnégation, n'est-ce pas, se saisit de nous. L'abnégation, le don de soi. Merci beaucoup à notre patriarche. Je crois qu'on va continuer le débat et donner la parole aux deux dernières personnes. Merci bien. Il me reste encore un point. Bon, deux dernières personnes sur la liste et nous donnons la parole. Non. C'est ça. Nous connaissons déjà les maladies, comment dirais-je, les remèdes sont donc, monsieur Edan, une équipe, et puis après, monsieur Bikwi. Qui va nous aider à élaborer une plateforme minimale. Je crois qu'on va passer la parole aux autres. Avec un règlement intérieur, et c'est la base, c'est la base de ce qu'on appelle une plateforme minimale. Pourquoi minimale? On y met ce sur quoi tout le monde est d'accord. Oui. Monsieur Dan, s'il vous plaît. Et c'est ça. La parole à monsieur Dan. J'aimerais remercier le doyen et je remercie aussi tous les panélistes. Au fait, ma préoccupation, surtout, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, surtout sur l'objectif des réformes. Puisque il y a ces réformes que nous demandons, le pouvoir a l'habitude de divertir les gens, surtout lorsqu'il y a des tests à faire, le fait à sa manière. Et on sera surpris lorsque ces réformes seront faites. Dans la mesure où, je prends par exemple le cas du statut général de la fonction publique. Quelle est la question, s'il vous plaît? C'est sur l'objectif que nous sommes fixés pour les réformes. Parce que si, aujourd'hui, nous focalisons trop sur les réformes et que ces réformes sont vraiment faites dans le sens du pouvoir, pour que le pouvoir fasse dans sa direction pour ne pas donner le pouvoir au peuple, j'aimerais attirer notre attention pour ne pas trop focaliser notre attention sur les réformes et que demain on soit vraiment surpris. J'aimerais que pour cela on focalise plus notre attention sur comment redonner vraiment le pouvoir au peuple. En quoi faisant? Dans l'unité d'action que nous devons mener, surtout c'est voir comment est-ce que nous pouvons prendre effectivement ce pouvoir-là en étant toujours ensemble. Puisque souvent on ne réfléchit pas sur ça. Comment faire pour prendre le pouvoir pendant les périodes d'élection? Le pouvoir nous divertit et nous boycottons souvent ces élections. Donc j'aimerais attirer notre attention sur ce principe-là. Ok, merci. Merci beaucoup. David, tu clôt la liste, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ça va? Merci beaucoup. C'est un forum. C'est un forum, donc les gens ont envie de parler, c'est normal. Il faut que ça soit réglé de cette manière-là. Pour commencer, je voudrais quand même
insister sur la pertinence du diagnostic qui a été fait par le professeur Dosset. Le peuple est d'accord avec ça. Et je crois que nous sommes tous d'accord avec ça. Maintenant, un certain nombre de questions à l'ensemble des panélistes. Lorsque on parle d'unité d'action, il me semble qu'il y a un mot qui a manqué, à mon sens. Est-ce que c'est une unité d'action politique? Si c'est une unité d'action politique, eh bien, il y a un certain nombre de contraintes et il y a un certain nombre de choses qui correspondent à ce qu'on appelle une unité d'action politique. Deuxième question. Lorsque on parle d'opposition, est-ce qu'on a tous la même définition de l'opposition? OK? Troisième question. Alors, c'est la question à 300 000 balles. C'est la question des réformes. Est-ce qu'on est d'accord sur la notion de réforme? Si le mouvement, cette mobilisation extraordinaire qui a commencé à partir du 19 août 2017 a réussi, c'est parce qu'il y avait une revendication sur les réformes. C'est le retour à la Constitution de 1992. Où est-ce qu'on en est? Ensuite, c'est pour ça que je dis c'est important, vous nous avez fait marcher, tout le monde a marché sur la revendication, pas de réforme, pas d'élection. Où est-ce qu'on en est avec ça? C'est là-dessus que le peuple a marché. Où est-ce que vous en êtes? Enfin, proposition, il faut des actes de ce forum, c'est extrêmement important, parce que c'est à partir de là que nous allons pouvoir continuer à réfléchir. Deuxième chose, et c'est le fondamental, il faut une réorganisation stratégique de la direction de la lutte politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Guigui. Toujours alerte. Et je crois qu'on a fini. Il nous reste 18 minutes. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise. Messieurs les panélistes, vous allez essayer de répondre de façon synthétique aux questions. Il y a eu beaucoup de contributions. S'il vous plaît, ne revenez pas sur les contributions. Attaquez plutôt les questions. La Gazette je commence. du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci, monsieur le modérateur. Une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Bon, je crois qu'il y a monsieur et sur le monde. Edou qui avait posé la question de savoir une vision sur les événements du 20 décembre, à partir des élections législatives qui constituent le point de départ de la nouvelle crise, qui en est l'auteur, si je ne me trompe pas, qui en est responsable. Je pense que là, en me tenant droit dans mes bottes, je voudrais dire ceci. Nous avions averti que ce qui se trame avec l'organisation de ces élections, c'est un drame politique qui se prépare. Le président Agbeome Kodjo l'a dit plusieurs fois sur les médias et dans nos communiqués. Moi-même, j'étais sur plusieurs chaînes de radio et de télévision et j'ai dit que toute l'opposition doit se méfier au nouveau piège du parti uni. Si nous ne savons pas nous y prendre, nous allons encore tomber dans un piège. Je l'ai dit et je l'ai réaffirmé. Nous voici. Maintenant, qui en est responsable? Chacun n'a qu'à trouver sa propre réponse. Je l'ai dit, que si nous boycottons ces élections, si nous boycottons ces recensements,
s'engouffrerait dans une crise plus grande. Je l'ai dit, nous avions averti, nous voici. Alors qui en est responsable? Je ne crois pas que ce soit moi, ni mon parti. Mais la crise est là, gérons-la. Où trouver la solution? Nous sommes là pour réfléchir à ça. Donc, je souhaiterais que nos réflexions puissent aller dans ce sens-là. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.